Bien le bonjour, c'est Gus et on se retrouve. Aujourd'hui on va voir les principaux instruments de bord et leur utilisation, donc installez-vous confortablement car je vous dis tout sur les instruments de bord. Des avions légers. Pour commencer, il y a deux grands types d'instruments et de tableaux de bord, on va les appeler comme ça. Donc les tableaux de bord c'est l'ensemble des instruments de bord dans un appareil. Donc il y a les tableaux de bord dits, pour moi je les dis classiques avec les aiguilles, tout le bordel, tout le tintouin. Et il y a les instruments de bord dits électriques, les numériques entre guillemets. La seule différence entre les deux c'est que le numérique, tous les instruments de bord qui sont à aiguille sont dans un seul et même écran, et l'instrument de bord classique, tout est dans l'habitacle avec les aiguilles. Et étonnamment, les instruments de bord numériques marchent plutôt correctement, même très bien, même s'il faut quand même des instruments de secours. Et justement, les instruments numériques fonctionnent parfois mieux que les instruments classiques, car il n'y a pas les déclinaisons et les différentes dérives qui sont directement calculées par l'ordinateur de bord. C'est un autre sujet, je vous ferai des aérotech sur les déclinaisons, les dérives et tout ça, parce que c'est un réel bordel. Mais bon, en tout cas, on a parlé du moderne et du classique. Maintenant, il faudra retourner aux époques anciennes. Et bien oui, car comment est venue l'idée de mettre des instruments de bord dans les avions? Bah oui, et en fait, directement dans les appareils motorisés pour l'aviation et les vols, on a décidé de mettre des instruments sous mercure et en mille terrestre. Donc le mille terrestre c'est plus du tout utilisé, aujourd'hui on utilise le miles et c'est bien mieux comme ça. Donc au début, par exemple, l'altimètre c'était du pouce par mercure ou tout simplement le baromètre à mercure, grâce à ces capsules à l'intérieur remplies de mercure, en fonction de la pression qui va augmenter ou réduire avec l'altitude, l'aiguille affiche une hauteur. Voilà, fallait le calculer, etc. C'était un petit peu plus compliqué. C'était l'époque. Après, on est passé au tableau de bord classique, avec l'hectopascal comme donnée de référence, et le nautique, et peu à peu, les anciennes mesures se sont balayées, et on les retrouve que sur des très anciens avions qui volent encore à l'heure actuelle. Bref. Donc, un avion est composé de 4 instruments principaux, c'est l'altimètre, l'horizon artificiel, l'anémomètre, et le compas artificiel. Tout d'abord, l'anémomètre est composé de 3 couleurs différentes, qui est le blanc, le vert, le orange et le rouge. La dernière, la quatrième, c'est juste un petit trait, c'est tout. Donc ça sert à quoi ces 3 couleurs? Ça correspond à des vitesses et des tranches de vitesse. Par exemple, l'arc blanc va définir la vitesse de sortie des volets, l'arc orange va démontrer l'utilisation de la vitesse maximale à air non turbulent, et j'avais oublié la petite vitesse verte qui est tout simplement la vitesse de croisière. Ensuite, vous avez la VNE tout au bout de cet arc de cercle, qui est tout simplement la vitesse à ne surtout pas dépasser, car sinon la cellule commence à se décomposer. Ce n'est pas sympa. Alors comment l'anémomètre fonctionne? C'est plutôt simple, en fait vous avez 2 prises, une prise dynamique à l'extérieur, une prise statique à l'extérieur. La prise dynamique, c'est tout simplement une prise qui se fait appeler la prise pitot. Elle va récolter le flux d'air qui arrive par le vent relatif, c'est-à-dire de face, et en calculant dans une boîte hermétique avec la pression statique à l'extérieur, donc ça fait pression dynamique plus pression statique, ça va faire gonfler des petites capsules anémométriques, et ces capsules anémométriques en gonflant vont faire tourner des écrous et un système de rouage qui va tout simplement faire tourner l'aiguille et donc afficher la vitesse. Aussi, point important, ça calcule que la vitesse air et non pas votre vitesse sol. Je m'explique. Imaginons vous êtes en vol et vous avez la vitesse indiquée sur l'anémomètre 120 nœuds. Oui, parce que c'est en nœuds, c'est pas en km/h. Certains sont en km/h, mais c'est plus rare. Comme le Cap 10 par exemple. Coucou! C'est en km/h. On s'écarte. Donc, c'est marqué 120 nœuds sur votre appareil. Et c'est très simple. Si il y a un vent de face qui est de 20 nœuds, votre vitesse sol et votre vitesse réelle, du coup, sera 100. Autre exemple, si vous avez un vent, mais qui vous pousse dans le cul, comme ça, là, vous aurez une vitesse sol de 140 nœuds. Si vous restez à 120. Vous êtes satellisé. Si vous êtes à 100 et que vous poussez dans le cul avec un vent de vent, c'est très simple, 120. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte et surtout ça rallonge ou ça diminue le temps de vol. Aussi, un petit truc, si jamais un avion a un vent de face et qu'il perd 30 minutes sur son vol, même s'il fait demi-tour, il ne regagnera jamais les 30 minutes. Car certains pilotes se sont trompés et se sont dit « Oh, j'ai la réserve de 30 minutes, ça va le faire pour aller de ma destination et de revenir parce qu'on viendra forcément plus vite. » Ils sont pas revenus, ils se sont crashés avant, donc faites attention quand même. Donc l'anémomètre est fini, passons à l'horizon artificiel. Donc l'horizon artificiel, c'est cette belle machine, elle est un petit peu plus complexe à comprendre, mais sinon ça reste à peu près la même chose. Donc dans l'horizon artificiel, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de pression statique, il n'y a pas de compression, il n'y a pas d'enlevage d'air ni rien du tout. Tout ce qu'il y a c'est soit dans les versions pneumatiques, donc c'est-à-dire un petit vérin pneumatique qui
attendez, j'ai oublié de mettre les lumières. Donc, l'horizon artificiel, c'est soit par pneumatisme ou par, tout simplement, électrique. Le pneumatique, c'est très simple, c'est de l'air de l'extérieur qui va faire gonfler un petit vérin, et ce qui va faire tourner le gyroscope. Et bien oui, car cet appareil est doté d'un petit gyroscope. Justement, en tournant ce gyroscope grâce à l'électricité ou à l'air, et bien il va tout simplement garder sa stabilité horizontale. Toujours garder sa stabilité horizontale par rapport aussi au sol, ce qui est assez important, car tout le cadran va bouger, mais pas les aiguilles, parce que les aiguilles sont fixées au gyroscope. Vous avez un cadran qui est gradué par angle d'incidence, et qui est gradué par angle de roulis. Donc c'est gradué par 10, 20, 30, 45, 60, 90. Et pour ce qui est de la version électronique, il y a une super version SA4550, donc 4550, qui est une version incroyable. Vous avez tout dessus. Tout. Non, vous avez pas tout dessus, mais vous avez la plupart de ce qu'il vous faut dessus, et c'est incroyable. Je l'adore. On va passer à l'altimètre. Donc l'altimètre, c'est très simple, c'est un outil qui est mesuré avec les hectopascales. Les hectopascales permettent tout simplement d'avoir votre altitude en fonction du niveau de la mer, donc le QNH, du niveau du sol, donc le QFE, ou du niveau de vol, c'est-à-dire à partir de 3500 pieds, vous mettez 1325 hectopascales. Donc c'est un outil où il faut faire attention, même en vol, parce que, alors il ne se dérègle pas, il n'y a pas de souci, mais il y a un truc assez important, c'est que si vous vous trompez entre le QNH et le QFE en plein vol, si vous utilisez les deux, c'est assez problématique. Parce que par exemple, dans la phraséologie, il faut dire avion partant d'eux arrivant sur votre terrain à hauteur. Si vous dites à hauteur de 1000 pieds, c'est-à-dire que vous êtes au QFE. Et par contre, si vous dites juste à 3000 pieds, c'est-à-dire que vous êtes au QNH. C'est pour ça que je ne dis pas à hauteur ou à altitude, parce que à altitude, ça fait beaucoup trop long. Enfin, bon, ça, on s'en fout, c'est des détails, mais c'est juste pour bien vous expliquer que c'est primordial de bien savoir ce à l'altitude où on est, qu'est-ce qu'on utilise comme altitude, et surtout, avec quel niveau de mesure. Si c'est un niveau de vol, si c'est le QFE ou le QNH. C'est tout ce qu'il y a à savoir, et c'est le principal. Donc, comment fonctionne ce beau petit monde? Alors, ça va être un petit peu plus technique. Pour cet altimètre, tout ce qu'il faut, c'est une prise de pression statique. Cette prise de pression statique va être reliée à un boîtier fermé hermétiquement et avec des capsules anéodines. Non, c'est pas des capsules anéodines. Et des capsules anéroïdes. Voilà, des capsules anéroïdes. Donc ces capsules anéroïdes sont beaucoup plus fragiles que celles de l'anémomètre. Bref. Donc entre ces capsules, il y a des petits ressorts qui permettent de ne pas les écraser, car si elles sont écrasées, elles sont absolument mortes. À l'extérieur, parce qu'elles sont superposées, et donc du coup, il y a des petits ressorts pour permettre qu'elles ne s'écrasent pas entre elles. Sinon, c'est mort. Donc voilà, c'est un petit peu la complexité du truc, et c'est un petit peu plus chiant, mais ça fonctionne très très bien. Donc avec l'altitude, la pression va monter ou diminuer, selon le niveau de vol que vous avez choisi, bien évidemment. Et avec, du coup, l'altitude, on va dire que la pression va diminuer. Et avec la diminution de l'altitude, donc de la pression, les capsules vont gonfler, s'écarter, et donc, reliées à un système d'engrenage, etc., le cadran va tourner, et ça va vous donner votre altitude. C'est plutôt bien fait. Pour ce qui est de la version électronique, alors les pressions statiques restent exactement au même endroit, ou pratiquement au même endroit. Ça fonctionne à peu près pareil, mais le circuit à l'intérieur pour informer le pilote, c'est pas du tout la même chose. Il y a pas d'engrenage, il y a rien. Donc il y a des calculateurs dans le truc et tout, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je vous mettrai peut-être une photo, si je la trouve, parce que... Enfin bref, je vous mettrai un petit truc, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur l'altimètre, on va passer au compas directionnel. Alors le compas directionnel, ça fonctionne avec deux appareils. Avec le compas, tout simplement, que vous trouvez sur le haut du tableau de bord juste au milieu, qui va pouvoir permettre de régler le compas directionnel. Car oui, le compas directionnel se dérègle à chaque début, fin de vol, milieu de vol, en fait tout le temps. Le truc bouge tout le temps, c'est un enfer. Le compas directionnel est aussi équipé d'un gyroscope, cette fois-ci il est un gyroscope vertical. Ce gyroscope vertical va tout simplement permettre de garder la stabilité verticale, et quand l'appareil va tourner, vu que le gyroscope ne va pas bouger, ça va faire bouger le cadran, et du coup les aiguilles vont rester stables. Et ça va vous donner votre direction que vous prenez. Donc comme je disais, il se dérègle tout le temps, avant chaque vol vous le réglez, et pendant le vol il se dérègle toutes les 15 minutes. Oui, toutes les 15 minutes il se dérègle de environ 10 à 20 degrés, ça dépend. 5 à 10 degrés, pas 10 à 20, mais 5 à 10 degrés ça se dérègle, il faut donc le régler. C'est très chiant. En cas de panne du gyroscope, je vous ai pas encore parlé de panne, mais on va commencer avec cet appareil car c'est un petit peu rigolo. En cas de panne du gyroscope, sur cet appareil, les informations deviennent biaisées à partir de 30 secondes. Donc, si jamais vous êtes en panne de gyroscope, et si jamais vous le détectez avant que le truc s'arrête de tourner et vous affiche n'importe quoi, eh bien vous avez 30 secondes pour faire demi-tour, rester sur votre cap pendant 1 ou 2 heures, ça dépend combien de temps vous partez de votre aérodrome, et le rejoindre. C'est un petit peu chaud. Dans la version numérique, il est beaucoup plus stable et se dérègle pratiquement
automatiquement pas, tout simplement parce que il est fixé avec le GPS et c'est bien plus pratique, il me semble. Voilà la totalité des instruments de bord utilisés en aéronautique et les principaux instruments de bord que vous allez voir dans votre formation PPL ou un petit peu plus tard, enfin bref, vous les aurez tout le temps, ce seront exactement les mêmes pour tout type d'avion. Sauf certains avions, comme j'ai dit, le Cap 10, qui lui, par exemple, n'est pas en nœud, mais en km/h. Bon, certains avions, c'est très rare, c'est souvent les avions de voltige qui sont en km/h, parce que c'est un petit peu plus précis, enfin bref, c'est des détails que on s'en passe. Bon, entre numérique et classique, les instruments de bord, comme vous l'aurez vu, ne changent pas beaucoup. Du côté technique ou prise d'informations extérieure ou intérieure, ces instruments de bord fonctionnent à peu près tous de la même manière, que ce soit électrique ou classique, sauf pour certains instruments de bord comme par exemple un A320 où là ce sera beaucoup plus pointilleux et beaucoup mieux réglé que par exemple nos petits avions légers, même si nos petits avions légers sont quand même des exemples pour les plus gros avions. Bon, pas trop, mais ils sont exactement comme les A320, sauf que c'est des beaucoup plus petits formats et c'est beaucoup plus simple. En électrique, l'écran de bord Garmin G5 est un instrument de bord incroyable parce que ce sont des grandes télés, comme sur vos voitures, des grandes télés. Et ces grandes télés là, vous avez votre horizon artificiel en plein centre avec les degrés d'inclinaison, etc. L'incidence aussi. Vous avez l'altimètre à droite et l'anémomètre à gauche. Et surtout, vous avez le cap directionnel qui est juste en bas. Vous avez absolument tous les instruments de bord disponibles sur un seul et même écran. Juste un seul petit problème. Si cet écran tombe en panne, bonne chance. Non, si cet écran tombe en panne, vous aurez juste le GPS de retirer, et après les instruments de secours seront soit au-dessus, sur la planche haute, soit au milieu. Mais vous aurez toujours des instruments de bord de secours au cas où. C'est obligatoire pour les instruments électroniques, car, je ne vous l'ai pas encore dit, mais les pilotes ne font absolument pas confiance à l'électronique. Bon, on va pas se mentir aussi, même si les avions légers commencent à se démocratiser, l'aspect électronique, car quand même beaucoup d'avions, tous les avions récents sortent avec des tableaux de bord, avec des télés, c'est plutôt bien d'ailleurs, j'aime bien. Mais on va pas se mentir que c'est quand même très utile pour la formation IR, donc c'est-à-dire la formation, pas VFR, mais la formation où vous faites du vol à l'instrument. C'est-à-dire le IFR. Pareil, sur des pilotes anciennement lâchés sur des avions de type classique, si vous décidez de prendre un avion avec tout un tableau de bord numérique un petit peu high-tech, entre guillemets, vous êtes obligé de repasser tout un petit processus pour bien comprendre l'avion. Ce qui est normal, ça s'appelle le lâcher. Chaque avion, vous faites 3 atterrissages, 3 décollages, 1 heure avec un instructeur, et vous êtes lâché sur cet avion, plus information sur les instruments de bord, ce qui est plutôt c'est normal quoi. Bref, tous ces instruments de bord du côté classique qui permettent de voler en toute sécurité, et du côté numérique qui permettent de déléguer un petit peu le pilotage, même si ce n'est pas forcément une bonne chose, ça peut être l'un des deux. Ces instruments de bord sont essentiels à votre survie en l'air et essentiels pour être en sécurité en fait, tout simplement pour bien voler. Et n'oubliez pas que le dysfonctionnement de ces appareils peuvent entraîner un accident ou tout simplement la perte de l'appareil. Bon, on n'en arrivera pas jusqu'à là parce que on n'en arrivera pas jusqu'à là. Voilà, c'est tout. Donc restez vigilants et surtout ne laissez rien au hasard, surtout si vous êtes un apprenti pilote comme moi. Bref, c'était Gust et l'aérotech de Gust. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.